Eh bien, bonjour à tous. On va parler des pratiques de test et en quoi ça peut être un frein ou au contraire un accélérateur pour l'agilité. Si ce n'est pas le sujet qui vous intéresse, il y a encore le temps de laisser de la place pour vos petits camarades qui sont debout. Merci aux sponsors, merci aux orgas de m'avoir invité, d'avoir accepté mon sujet. Qui je suis? Je m'appelle Franz de Gogny, je suis coach agile et formateur chez Concerto. J'accompagne les équipes et leurs managers à rendre leur travail à la fois plus confortable et plus efficace. Déjà, faisons connaissance. Bienvenue dans mon château. D'ailleurs, je vais peut-être poser une petite question. Levez la main ceux qui sont Scrum Master, Coach Agile, Agent du changement. Ok. Qui c'est qui est plutôt Product Owner, Product Manager? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont Designer, UX, UI? Ouais, non, là-bas, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assurance, qualité, test? Ouais, voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont développeurs, technique, leader technique, architecte? Ah, il y en a un peu moins là. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont managers, delivery manager et compagnie? Ok. Est-ce qu'il y a des gens dont le métier... J'ai pas cité le métier. Okay. Non mais ça... Bon, ça ok. Je vais vous laisser 30 secondes. Réfléchissez en silence à un projet qui s'est plutôt bien passé, sur lequel vous avez eu de la qualité. Et réfléchissez un peu, en fait, ça venait de quelle pratique, cette qualité que vous avez vécue, en fait. Je vous donne 30 secondes en silence. Ouais, je vous invite à maintenant échanger cette pratique qui a apporté cette qualité dans votre projet précédent ou dans votre projet actuel avec votre plus proche voisin. Et on va se donner, allez, 4 minutes. Vous allez faire un interview de 2 minutes et puis ensuite vous allez échanger au bout de 2 minutes, regardez vos chronos, au bout de 2 minutes vous changez et vous passez à l'autre, ok ? Yes, du coup, maintenant peut-être partageons. Dans vos discussions, là, qu'est-ce qui émerge? Quels sont les facteurs de qualité? Quelles sont les pratiques qui marchent bien, selon vous? En mode popcorn, allez-y. Hein. La communication, ok, quoi d'autre? La compétence des devs. La compétence des personnes impliquées, quoi d'autre? Les tests, mais quelle pratique les TDD, ok, donc comment le développement dirigé par les tests. Avoir un regard extérieur, ok. La responsabilisation. Établir une stratégie de test, ok. Tracer, ok. Ok, on voit des choses qui émergent. Du coup, pourquoi je fais cette conf? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? En fait, ça émerge un peu l'année dernière. Voilà, j'ai été différents Agile Tours et puis j'ai été voir des sujets sur le test parce que je pense que, en fait, on peut s'améliorer à ça. Ça reste quand même un peu un hold-up. Il faut quand même avouer que notre profession de IT, on s'est quand même stabilisé sur un standard qui est quand même pas super terrible. Hein. C'est devenu tellement dans la norme que le logiciel, il y a des bugs, que ça passe même dans les romans maintenant. L'autre fois, je lisais un truc, il disait « Ah ouais, on a un super projet, le hard c'est ok, par contre, il reste des bugs sur le soft. » C'est pas une fatalité, les gars. J'étais assez déçu des conférences que j'ai vues l'année dernière. C'était assez superficiel, c'était très, très vague. Voilà, et après, je me dis... Bon, dans le train, je discutais avec mon collègue et puis... je me dis, du coup, si je suis déçu, peut-être c'est à moi de m'y mettre. Et du coup, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais apporter? Moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans l'accompagnement d'équipe, c'est plus forcément moi qui fais. Qu'est-ce que j'ai comme légitimité? En fait, ça fait 10 ans que j'accompagne des équipes, donc j'observe ce qu'ils font. Il y en a, j'observe des trucs, et je dis, je dis, non, Kata, faut pas faire ça. C'est vraiment très limitant comme pratique. Et puis il y en a qui disent, putain, ça c'est pas mal, ça serait pas mal que les autres fassent la même chose. Du coup, c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'ai essayé quand même de faire une espèce de progression, on va voir ensemble, des choses qui me semblent essentielles à ce qui me semble le plus avancé. Après, c'est mon avis, hein. Tout ce que je vais vous présenter là, ce n'est que des exemples de ce que j'ai vu. Donc, des exemples que je vous invite à ne surtout pas reproduire et des exemples que je vous invite à surtout reproduire, mais ce n'est pas limitant. Il y a d'autres choses qui existent. Voilà, puis je vais vous inviter aussi à vous positionner par rapport à ces pratiques
Voilà, est-ce que ça ressemble ou c'est différent à ce que vous faites chez vous? Voilà, c'est un peu l'idée. Les diapos sont déjà en ligne sur SlideShare, donc vous pouvez prendre des notes ou des photos si vous voulez, mais sachez que tout ça, vous pouvez le retrouver facilement. Première chose, l'automatisation. L'idée de l'agilité, c'était de livrer très souvent de la valeur, livrer très souvent des petits trucs et vérifier si ça marche. En vrai, si on veut livrer très souvent des petits trucs, il va falloir tester très souvent des petits trucs. En gros, si on n'a pas en grande partie automatisé, pour moi, c'est un hold-up. En fait, c'est un mensonge. En fait, on est en train de... ça va juste nous coûter trop cher, donc qu'est-ce qui va se passer? Soit on ne va pas le faire, le test, soit on va le faire mal, soit voilà. Et donc, on va livrer très souvent des choses de mauvaise qualité. Moi, en ce moment, j'accompagne depuis un certain nombre d'années plutôt des gens qui sont à l'infra. Je peux vous garantir qu'il dit, quand on a vu l'agilité arriver, nous, on a vu des trucs plus souvent être livrés, mais ça ne marche pas. Hein. OK. Il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai accompagné des équipes dans une grosse entreprise française qui fait rouler des trains. Et je suis arrivé à un moment de bascule, juste après un moment de bascule où ils ont vécu un point de pivot, un événement catastrophique. On parlait de résilience. En fait, ils ont eu un gros crash en prod. Avec bashing dans la presse et tout, enfin le truc qui fait vraiment très plaisir hein, quand tu es un professionnel du secteur. En fait, tous les tests étaient manuels et toute la non-règle était manuelle, était devenue tellement grande qu'en fait, ils ne pouvaient pas la jouer en entier, donc ils avaient mis la pratique de tirer au sort les tests de la campagne. Ce qui est très dommage, c'est que cet énorme bug, en fait, le scénario de test associé, il était dans le patrimoine de test, il n'a juste pas été sélectionné cette fois-ci. Et donc là, on se dit, ouais, on a atteint un niveau, et donc là, ils ont atteint un point de pivot, qui se sont dit, ouais, ça ne peut plus continuer comme ça, et donc ils ont changé, ils ont dit, ouais, il faut vraiment qu'on automatise, et là, ils avaient embauché des automaticiens de test pour avoir cette compétence, etc. Donc ils ont basculé de pratique. Bon, la non-règle entièrement manuelle, je vous invite à ne pas reproduire cette pratique. Autre pratique, une équipe, voilà, donc ils étaient en TDD, hein, Test Driven Development, le test développé par les tests. Alors c'est pas juste écrire les tests avant, hein, c'est toute une discipline. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur c'est quoi les conditions pour que ça marche. C'est assez intéressant de discuter avec d'autres ingénieurs il n'y a pas si longtemps, et on se dit, c'est marrant, il y a des équipes qui mesurent la couverture de test. Les gens qui font du TDD ne le font jamais, pourquoi? Parce qu'ils sont confiants en fait qu'ils sont à 80% de couverture ou plus avec cette pratique, et ils n'ont pas besoin de mesurer cet indicateur parce qu'ils savent que c'est plus un critère pour eux, ils ont déjà dépassé ça en fait. Intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est arrivé que dans ce projet, ils ont dû changer complètement leur fusil d'épaule. Ils avaient choisi une base NoSQL pour faire le truc, parce que ça semblait une bonne idée au démarrage du projet. Puis en vérité, ils se sont rendus compte que les demandes, c'était beaucoup de requêtes relationnelles, alors du coup, c'était pas forcément très adapté. Donc ils ont changé. Bon, il y a des surcouches techniques pour s'abstraire les trucs sous-jacents, mais en vrai, quand tu changes de techno, tu as quand même des conséquences non négligeables. Bon, quand ils ont fait ça, ça s'est allumé en rouge de partout. En 2 jours, ils ont tout corrigé. Sans ce harnais de test, le refactor, en gros, c'était on met tout à la poubelle et on recommence. Hein. Et là, c'était pas le cas. Si vous avez automatisé tout ce que vous pouvez, si tout ce qui est scénarisable est automatisé, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les tests exploratoires. Et donc, c'est une pratique de test. Si tous les scénarios sont automatisés, il reste juste... La campagne consiste à faire juste les tests exploratoires, ça s'appelle le Full Exploratory Testing. Je vous garantis que quand on est dans ce mode-là, la campagne de test est très confortable. Maintenant, vous allez lever la main, et puis vous allez tous lever la main, là, faites-le. Et puis vous allez pencher la main. Est-ce que ça ressemble plutôt à ça chez vous, ou ça ressemble plutôt à ça? Ouais, il y a un peu moite-moite quand même. Hein. Si automatiser les tests est encore un sujet dans votre équipe, avec votre manager, avec votre contexte, etc., je vous invite à essayer ce jeu qui s'appelle KTestDral. Vous pouvez le trouver facilement sur github.io, ktestdral.github.io. C'est un petit jeu de cartes où le test automatique, enfin la pratique de test automatique est fait par des bandes de papier qu'il faut découper et coincer les cartes, etc. Et vous pouvez lancer en parallèle des équipes qui font des tests, des équipes qui ne font pas des tests. Les itérations durent 1 minute, donc simuler un certain nombre d'itérations, c'est assez court. Un jeu dure 30 minutes avec le débrief.
Et on voit à partir de quand les équipes qui font du test livrent plus de valeur. Et après, on peut débriefer tout ce jeu. Il a une énergie assez haute, c'est assez fun, et le débrief est très riche. Et du coup, c'est un jeu très simple. Si c'est encore un sujet, faites ça. Et comme c'est pas du code, on peut inviter tout le monde, tous ceux qui sont concernés, nos parties prenantes, notre métier, notre manager et tout, puis dire, ok, voilà comment nous on se sent quand on fait du test automatisé ou quand on n'en fait pas. Donc avec l'automatisation, on est niveau 1. Maintenant, parlons de stratégie de test. Il faut avoir une stratégie de test délibérée et partagée par tous. Plus mauvaise pratique, bon, malheureusement, c'est très répandu. Hein. Stratégie de quoi? En fait, on n'en a même pas discuté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des choses qui ne sont jamais testées parce que personne n'a pensé à ça. Meilleure pratique que j'ai observée, eh bien, une équipe voilà, qui a fait... C'est une demi-page, hein, la stratégie de test, c'était une demi-page dans leur confluence, c'est OK, hein, ça suffit, hein, mais ils ont choisi une stratégie de test. Ils l'ont fait avec le métier, et du coup, bah, y a des sujets qui ont été abordés, comme c'est un site web, c'est public, donc la combinatoire, navigateur, OS, voilà, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on teste pas. C'était pour une administration française, donc l'accessibilité, c'est dans la loi pour eux, ils n'ont pas le choix de s'y coller, mais du coup on dit, ok, l'accessibilité, ça va jusqu'où, comment on va vérifier ce truc-là, voilà. Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ou pas par rapport aux exigences. Sachant que, voilà, bah, en fait, tester, c'est un équilibre entre l'effort de test et le risque qu'on prend. Et c'est OK de ne pas tester certains trucs, mais c'est pas juste, on n'a pas testé certains trucs parce que personne n'y a pensé. On n'a pas testé certains trucs parce qu'on accepte collectivement le risque et on estime que l'effort par rapport au risque ne vaut pas la chandelle. OK, ça c'est OK. Et on l'a rédigé ensemble. Puis éventuellement, on le revoit en rétro, en disant, bah, en fait, on pensait que ce risque n'était pas si fort. Ça veut dire que c'est pas vrai. Du coup, ça change notre stratégie. On la met à jour et que peut-être on va tester un petit peu ce truc-là quand même. Oui, donc pareil, je vous invite à lever la main. Et voilà, ça penche plutôt par là chez vous ou plutôt par là? Ah, il y a quand même quelques équipes qui régissent des stratégies de test. C'est pas mal. Avec les tests automatisés, avec une stratégie de test délibérée et partagée par tous, on est niveau 2. Maintenant, parlons du patrimoine de test. Un patrimoine de test, bah, selon moi, il a une caractéristique, c'est qu'il devrait être lisible, partagé par tous et donc lisible par tous. Bon, plus mauvaise pratique. Et malheureusement, on observe ça dans beaucoup d'endroits. Ben, les tests unitaires, c'est du code. Ils sont sur le système de contrôle de source, Git, par exemple. Les tests unitaires sont lisibles que par les devs, et encore, peut-être pas tous entre eux. Hein. La non-règle, elle est manuelle. Elle est stockée, bon, je sais pas, au hasard, Excel, sous SharePoint ou sous Drive. Les devs, ils n'ont même pas forcément accès à ça. Le PO, des fois, non plus. Les tests de charge, ils sont faits par une équipe dédiée, qui ont leur script à leur format, qui sont rangés dans leur outil, qui est une plateforme, et d'ailleurs, l'équipe n'a pas accès à ça. Bon, du coup, c'est quoi les conséquences? En vrai, les conséquences, c'est qu'il y a des choses qui sont testées plusieurs fois, et il y a des choses qui sont testées jamais. Donc on dit, ah ouais, les tests, ça coûte cher. Bah, c'est sûr, si vous les faites comme ça, si vous testez 3 fois le même truc, c'est sûr, ça coûte cher. Peut-être on pourrait gagner de l'argent, là. Et puis, surtout, personne n'a une vue d'ensemble. Personne n'a une vue d'ensemble de notre patrimoine. Donc en fait, personne dans l'équipe n'est capable de dire qu'est-ce qu'on a vraiment testé et qu'est-ce qu'on n'a pas testé. Où sont les trous dans la requête? Ben, en vrai, on n'en sait rien. C'est un peu gênant quand même. Autre pratique, eh bien en fait, on voudrait avoir quelque chose qui soit lisible par tout le monde. Ben, figurez-vous que ça existe déjà. Gherkin est un DSL, Domain Specific Language. C'est un langage dédié à l'écriture de scénarios de test. Et tout le monde peut le lire, c'est très facile, c'est un langage semi-structuré, il y a quelques mots-clés, il n'y en a pas beaucoup, et puis sinon c'est du texte libre. Ça s'écrit en texte plein, en texte normal, du coup c'est super pour les devs, ça peut être stocké sous Git facilement, pour faire les diffs c'est facile. Du coup, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans cette équipe? Eh ben, ils ont tous les tests, des tests manuels, des tests automatiques, des tests unitaires, tout était rédigé en Gherkin. Du coup, ça a eu plusieurs effets. C'est que les tests unitaires sont lisibles par le métier.
Et donc, on sait ce qui est déjà testé. Donc ça sert à rien de le refaire. Ça a déjà été fait. On peut se concentrer sur autre chose. Pour écrire les scénarios, on le fait tous ensemble. On le fait tous ensemble avec example mapping. Il y avait 1 heure d'example mapping par semaine où, alors pas toute l'équipe vient, mais assez de personnes pour écrire ensemble les scénarios. Ils avaient installé un wiki, un petit wiki, donc voilà, où on édite les fiches de scénarios. Était customisable, alors on avait fait un rendu qui était sympa pour les fiches, et puis on pouvait brancher la source de stockage de ce wiki où on voulait, et notamment sous Git. Du coup, ça tombait directement dans Git. C'était facile du coup pour les développeurs de tirer des branches et d'automatiser certains scénarios qu'on avait dans notre stratégie test dit ok, c'est intéressant d'automatiser ces scénarios. Et puis à la fin, ça génère un rapport HTML au moins pour tous les tests automatisés. Donc on dit ok, ça a été testé, tout ça a déjà été fait, et on peut du coup savoir tout ce qui a été testé, tous les scénarios qui ont été joués. Levez la main. Ça penche de quel côté chez vous? Plutôt par là ou plutôt par là? Ah oui, alors là, ça penche quand même globalement par là. Hein, ok. Donc avec l'automatisation des tests, avec une stratégie de test partagée, avec un patrimoine de tests lisible par tous, on est niveau 3. Bon, ça commence à s'équiper là. Parlons du rôle du testeur agile dans l'équipe. Savoir bien tester est une compétence et on doit l'avoir dans l'équipe. C'est aussi un état d'esprit. Les développeurs sont souvent de mauvais testeurs. Pourquoi? Parce que le développeur il cherche à construire. Le testeur, lui, il cherche à détruire. C'est difficile de faire les deux en même temps. En fait, le testeur, il va chercher à stresser le système pour voir à quel moment il casse. Le développeur, il a construit le truc, il voudrait pas trop que ça casse, en fait, sinon il est un peu déçu. Donc c'est très très difficile de faire les deux en même temps. Puis après, il y a des choses un peu plus spécifiques que ça. Il y a des types de tests, il y a des typologies de tests, puis on peut avoir des effets aussi assez néfastes de comment on fait des itérations, on va retester très souvent, mais à ratisser toujours au même endroit, en fait, à un moment donné, on ne va plus rien trouver ici. Mais par contre, il y a des endroits où on ne ratisse pas, et du coup, c'est là que ça va pourrir. Et les testeurs professionnels, ils sont compétents là-dessus. En fait, ils vont apporter ça à l'équipe. On dit attention, avec nos pratiques, on va introduire des biais. Je fais que vous soyez vigilants pour ça. La plus mauvaise pratique, les testeurs sont dans un autre service et ils ont des objectifs et un rythme de travail différents. Les tests sont écrits à la fin à partir des fiches de fonctionnalité, sans dialogue avec l'équipe. Car le PV de recette, donc là on dit c'est ok, ça a été testé, c'est envoyé au métier directement sans passer par l'équipe, sans passer par le PO. C'est un peu spécial. C'était une équipe où à un moment donné ils disent c'est compliqué chez nous, ça change tout le temps. Ok, la question du coach, ça change tout le temps. Ça veut dire quoi? Tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois? C'est plutôt les semaines. Ok, vous faites quoi? Des itérations d'1 mois? Pourquoi vous ne ferez pas des itérations de 15 jours? On ne peut pas, la non-règle elle est manuelle, elle dure 1 mois. Ok, du coup il faut automatiser la non-règle. Oui, mais on ne peut pas parce que c'est pas le même budget, ils sont dans un autre service, ils n'ont pas le même chef et tout fait. Ok, vous voulez être agile? Le rôle du testeur agile, alors attention, le testeur agile dans l'équipe, ok, il a les compétences de test, mais du coup, il va diffuser ses compétences dans l'équipe. C'est pas le gars qui teste à la main à la fin de l'itération. Non, c'est la personne qui va être le coach de l'équipe sur comment on va devenir une équipe qui fait du test de manière professionnelle. Ils disent il est dans l'équipe. Ouais, mais en fait, il sait pas coder en fait. Il connaît, c'est pas un business analyst. Du coup, il sait pas faire tout ça. Donc, il va s'emmerder au début parce qu'il y a rien à tester. Ouais, enfin au début. En fait, la qualité des tests est aussi liée à avoir des jeux de données réalistes. C'est super long de collecter les jeux de données. Ce travail, il peut commencer à le faire dès le début, en fait. Et du coup, il aura des trucs à faire, vous inquiétez pas. Il peut aussi participer au backlog refinement, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être ajouter dans notre backlog du travail à faire pour améliorer notre pratique de test, pour même améliorer la testabilité de ce qu'on est en train de produire. Peut-être qu'il faut ajouter des fonctionnalités pour... moi, j'ai déjà vu des équipes ajouter des fonctionnalités pour tester. D'ailleurs, dans Word, il y a une espèce d'easter egg, ça génère plein de textes. Mais pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi c'est resté? C'est parce que c'est vachement plus facile. Tu tapes un code, ça te génère du texte, et du coup, tu peux tester si ta mise en forme de paragraphe, elle marche, etc. Et ils l'ont carrément laissé, parce qu'en vrai, c'est pratique pour tout le monde. Mais du coup, c'est une fonctionnalité qu'on ajoute pour pouvoir facilement tester.
Puis ce qui est bien, c'est qu'un logiciel facilement testable, il est plus facilement utilisable. Donc ça apporte de la valeur directement. Dans cette équipe, en vérité, ils n'ont pas réussi à embaucher quelqu'un qui venait de l'assurance qualité, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de le faire, mais du coup, ils ont dit, OK, on va décrire la fiche de rôle, en fait, ça serait quoi les compétences qu'on attend de cette personne. Puis en vrai, il n'y a personne chez nous qui peut incarner ce rôle, mais on s'est dit, vu qu'on ne peut pas recruter quelqu'un d'externe, comment on va faire? Ils ont dit, ça pourrait être 2 personnes. Donc en fait, ils ont mis quelqu'un qui était plutôt business analyst en binôme avec quelqu'un qui était plutôt tech lead, et ils disent, ensemble, on devrait avoir assez de compétences pour être le coach test de l'équipe et être vigilant là-dessus. Et ça a plutôt bien marché. Mais ça aurait été encore mieux si on avait quelqu'un d'assurance qualité. Le rôle du testeur agile dans l'équipe, levez la main et voir chez vous, ça penche plutôt par là ou plutôt par là. Ouais, un peu moite-moite quand même. Avec l'automatisation, une stratégie de test partagée, un patrimoine de test lisible par tous, le rôle du testeur comme coach de l'équipe, on est niveau 4. Maintenant, parlons des campagnes de test. Chaque campagne de test doit être définie et gérée avec rigueur. Pourquoi? À un moment donné, c'est bien, on a accumulé des trucs, on a notre patrimoine de test qui grandit. Mais peut-être, c'est pas obligé de tester tout à chaque fois, ça dépend un peu aussi de... Voilà. Donc on va définir, parmi dans notre patrimoine de test, qu'est-ce qu'on doit tester cette fois-ci. Puis après, c'est bien de voir aussi, du coup, les tests, est-ce qu'ils ont été passés? Ils ont été passés par qui? À quel moment? Est-ce que du coup, ça a marché? Est-ce qu'il y avait des défauts? Et du coup, est-ce qu'on les a corrigés? Après, une fois qu'on les a corrigés, est-ce qu'on a retesté? Voilà. Donc, à un moment, il faut bien suivre si on a bien fait tout ça. Plus mauvaise pratique, c'est campagne de quoi? Malheureusement, c'est quand même répandu comme pratique. C'est, on teste à l'arrache les scénarios les plus évidents, et puis le reste, ça passe à la trappe. Meilleure pratique, c'est d'avoir un outil dédié. Donc, dans cette équipe, c'était un X-Ray, qui est un plugin pour Jira, qui permet de définir les campagnes de test, de voir ce qui a été joué, etc. Il y en a d'autres, il y a Squash, il y a machin, enfin bref, celui que vous préférez. Ce qui est intéressant, c'est que celui-là, il a été choisi avec le métier, en phase de préparation de projet, qu'on a décidé de choisir l'outillage et la façon de travailler. Puis le métier a dit, ah ouais, entre celui-là et celui-là, celui-là, il a l'air plus simple, on préfère. Bon, on va prendre celui-là, parce que vous allez participer à la recette, et donc c'est important que vous soyez à l'aise avec l'outil. Des rapports de tests agrégés, tout. Une chose qui était intéressante, c'est que la couverture de test, on l'utilise pour savoir si nos tests unitaires ou nos tests d'intégration ils couvrent. Mais là, en fait, ils ont déployé en intégration le code instrumentalisé. En fait, pour mesurer la couverture de test, c'est une version particulière du code qui est générée avec des balises pour savoir par où on est passé. Et en fait, ils ont déployé en test, en plateforme de test, cette version. Ce qui fait qu'ils ont eu un rapport de couverture complètement agrégé, tout ce qui a été testé, voilà. Et du coup, dire, est-ce qu'il y a des endroits où on n'est pas passé? Y compris si c'était automatique ou manuel. Et du coup, c'est intéressant de voir, il y a des endroits où on n'est pas passé. Et puis, il y avait des métriques de test, des métriques sur les tests qui étaient partagées en revue et pour voir si notre pratique de test, elle s'améliore, ça va mieux, notre qualité, pareil, est-ce que d'un seul coup, on détecte plus de bugs ou moins de bugs, et du coup, ça nous permet, juste avant la rétro, d'avoir des métriques aussi sur ces pratiques pour savoir si on s'améliore pas. Pareil, levez la main. Est-ce que ça penche plutôt par là ou plutôt par là? Alors, on voit qu'il y a des gens qui sont outillés, d'autres un peu moins. Ok, avec l'automatisation, la stratégie de test partagé, les patrimoines de test lisibles par tous, le rôle du testeur comme coach de l'équipe, les campagnes de test comme des pros, on est niveau 5. Maintenant, la qualité, ça concerne les tests aussi. Moi, j'ai une question que je me pose, c'est pourquoi la qualité est en général plus faible sur les tests que sur le code. Et on disait, ah ouais, mais en fait, on a arrêté de faire des tests unitaires parce qu'ils n'étaient pas stables. Oui, c'est pas une fatalité, en fait. Plus mauvaise pratique que j'ai observée, c'est une équipe. À un moment, ils se sont dit, on va faire un refactor, et le code était pas trop mal écrit, assez modulaire, etc. Donc, réorganiser le truc, c'était assez facile, mais par contre, c'était pas le cas des tests. Les tests, il y avait tout qui dépendait de tout. Du coup, ils se retrouvent emmerdés. Si on fait le refactor, du coup, on va devoir jeter tous les tests. Parce qu'en fait, faire le refactor sur les tests, c'est juste trop cher, en fait. Donc, ou alors, on fait pas le refactor. Bon, là, cette équipe a dit, on fait pas le refactor, puis on a essayé de changer la façon dont on crée nos tests, parce que c'est catastrophique, en fait. C'est un peu dommage, quand même. C'est le harnais de test, il est tellement mal fait que, en cas de danger, tu peux plus sortir de la voiture, parce que c'est tellement fixé au siège que... Donc, c'est un peu embêtant.
dans cette équipe, j'ai dit, bah tiens, pourquoi l'analyse sonar ne passe pas sur les tests? On l'a passé, tu dis, bah, pourquoi les métriques elles sont catastrophiques sur les tests et c'est pas du tout les mêmes métriques sur votre code? Pourquoi vous n'avez pas les mêmes règles de qualité sur les tests automatiques que sur votre code normal? Parce que les tests, on ne les livre pas. Vrai que tu ne livres pas les tests? Ça ne fait pas partie des livrables, ça ne fait pas partie du patrimoine. Qu'est-ce que, autre pratique que j'ai observée dans une autre équipe? Bah là, ils avaient fait mutation testing. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le mutation testing? Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est le fait de relancer les tests en changeant automatiquement des petites choses dans le test pour vérifier que le test fail à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de générer plein de versions du code dans lequel on introduit un bug connu à chaque fois. Et c'est des bugs typiques, hein, inversion de conditions, la boucle qui part un cran trop loin, qui va un cran trop court, ce genre de blagues. Des opérations qui font rien, et dire ah, si cette opération fait rien, ça devrait... Voilà. Et ensuite, on va lancer à chaque fois notre harnais de test sur chacune de ces versions pour voir si on trouve le bug. Bon, il y a des effets à faire attention, etc. Mais vous partez pas de zéro, il y a des bibliothèques pour faire ça, il y a des trucs. Bon, en fait, c'est souvent très très chronophage parce que, en fait, comme tu vas lancer le harnais de test sur chaque version du code, c'est un peu irréaliste de le faire. Mais dans cette équipe, ils avaient fait en mode plutôt pédagogique. On a pris un package au hasard et on a fait le mutation testing sur ce package. Et là, on a dit ah tiens, c'est intéressant. Il y a des bugs qu'on n'a pas trouvés. Puis tiens, ah c'est intéressant. Il y a une catégorie de bugs qu'on trouve jamais en fait. Alors, on essaye un autre package et putain, c'est pareil. Peut-être qu'il faut qu'on apprenne quelque chose là. Que, en fait, nos tests ne trouvent jamais cette famille de bugs, en fait. C'est intéressant. Puis après, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, bah, en fait, on fait des modules, on fait une API, tout ça, on fait une architecture modulaire pour le code, mais on va faire ça aussi pour le code de test. Donc, le code de test, il y a une API de test, puis il s'enrichit au fur et à mesure, puis on fait du refactor sur cette API en fonction de trucs. Et du coup, bah, les tests, ils sont aussi petits que possible. Donc, les tests, ben, ils faisaient quelques lignes. Et donc, c'est OK. Tout le reste, tout ça, c'est caché. Au fond de l'API. Pareil, levez la main. La qualité des tests chez vous, c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça? Ouais, il y a de la place pour de l'amélioration, on est d'accord? Voilà, mutation testing, j'ai mis plein de zombies parce que voilà, c'est plein de mutants. C'est plein de mutants qu'il faut réussir à tuer avec nos tests. Il y a des bibliothèques qui existent pour ça. Avec l'automatisation, une stratégie de test partagée, un patrimoine de test lisible par tous, le rôle du testeur comme coach dans l'équipe, les campagnes de test comme des pros, la qualité sur les tests aussi, on est niveau 6. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Gérer le risque industriel, stabilité de la qualité de service, la stabilité de notre plateforme. À votre avis, cette question est super intéressante. Le risque industriel, c'est une discipline aussi, hein. Il y a des gens qui ont écrit des tas de bouquins là-dessus. À votre avis, à quel moment le risque industriel est-il majeur? Parce que si la demande explose, donc on va stresser notre système et il n'était pas forcément prévu pour ça. Ouais, mais on peut peut-être le voir venir et l'anticiper et se dire si on surveille pas suffisamment le truc. Ouais, après, en fait, c'est une histoire de confiance. En fait, voilà, c'est ça. C'est le risque industriel et maximum après une longue période de confiance. Challenger, la navette spatiale qui a explosé avec 6 ou 7 personnes à bord, je ne sais plus, c'était après la plus longue période sans incident. Donc c'est leur plus grave accident, il a eu lieu après la plus longue période. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on gagne confiance. Et finalement, on se repose un peu sur nos lauriers, puis ça baisse. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans malheureusement beaucoup d'équipes? Bah, on n'a rien prévu pour ça et on n'a rien prévu pour certains tests. Comment on va devoir tester en prod certains trucs, genre l'annuaire, un caractéristique, comme les comptes, on ne peut pas les dupliquer en hors prod pour des raisons de sécurité. Et bah, du coup, on ne peut pas vraiment faire les trucs. Alors, on n'a rien prévu pour ça. Peut-être que là, c'est pareil, dans le backlog, il faut ajouter des features, il faut ajouter du travail pour pouvoir tester ça avant, en fait. Comment on va tester pareil l'alarming, la supervision des fois, ah merde, putain, on n'a pas pensé à ça. Et la résilience, c'est pareil, hein, c'est le thème de la conf. J'aime bien poser comme question aux équipes que j'accompagne,
depuis quand n'avez-vous pas testé la restauration de la sauvegarde? Des fois, c'est la quoi, et sinon, c'est dire, non, la sauvegarde, on l'a testé quand on l'a mis au point, puis depuis, on n'en a jamais eu besoin. Et du coup, ça marche, on l'essaye, ah mince, il y a un point de montage qui a changé, ça a enregistré que la moitié des données, en vrai, ça marche plus. Ah bah ouais. Dans mon village, quand j'étais petit, la sirène qui est sur la mairie, elle sonne une fois par mois, tous les mercredis midi, parce que en fait, sinon, si on n'utilise jamais cette sirène, comment on va savoir qu'elle marche? Les gens, comment ils vont reconnaître le son de la sirène s'ils l'ont jamais entendu? Jour J, dit c'est quoi ce bruit? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses quelque chose d'important, quoi. Une autre pratique que j'ai vue, c'est dans une grande entreprise qui fait rouler des trains. 10 ans plus tard, les pratiques ont évolué et voilà, ils ont bien travaillé entre-temps. Et alors on dit, là, en fait, comment on fait pour éviter cet effet longue période de confiance? Eh bien, le seul moyen, c'est d'entraîner les gens à pratiquer les procédures d'urgence. Quand on fait les alarmes incendie où on sort, etc., et même on devrait les faire dans de meilleures conditions. Moi, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait avec un fumigène et tout, quelqu'un qui fait « au feu !» Là, ça s'est pas passé pareil. Il y a 2 personnes qui sont rentrées en collision, il y en a un qui s'est ouvert l'arcade. Ouais, en fait, ça ressemble plus à la vraie vie, en fait. Et du coup, on se dit « ouais, notre procédure, elle n'est pas si résiliente que ça, en vrai. » Et du coup, on s'entraîne à le faire, et puis on fait une fois par an. Une fois par an, c'est cool, mais combien il y a de gens qui rentrent et qui sortent de votre organisation? Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais vécu, la procédure, en fait? Du coup, c'est introduire, il y en a qui vont jusqu'à introduire des problèmes contrôlés en production pour que les équipes aient l'habitude de gérer les problèmes et de réinstaller la plateforme. Voilà, de tester aussi que les fonctionnalités de résilience qu'on a mis dans le système, elles fonctionnent en fait. On a un jeu des petits problèmes et elles se stabilisent toutes seules et ça fonctionne. Du coup, on vérifie que ça marche. Voilà, vous allez me dire, chez nous, on n'est pas prêt pour ça, notre plateforme, elle est tellement instable, on ne va pas la stresser encore en plus. Oui, ok, je comprends. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Eux, ils avaient fait une sorte de hackathon. Donc, c'était une journée, inscription libre. Chaque équipe s'inscrivait en équipe pour essayer de gagner le concours. Et donc, c'était des sysadmins qui avaient prévu un scénario catastrophe. Tout le monde installe son machin, ça démarre à 14h00. Et puis, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a rétabli le service le plus rapidement possible. Et du coup, c'est intéressant. Il y a tout le monde, il y a les devs, les ops, le PO, le business analyst, le support. Tout le monde est sur la plateforme. Et puis, c'était assez sympa. Celui qui gagne le concours, c'est une tablette par personne de l'équipe. Une tablette à 200 balles. C'était sympa. T'avais envie de le gagner. Après, ils me disent, ah putain, c'est un beau cadeau et tout. J'ai dit, vu le coût de la journée, en vrai, le cadeau, c'était pas ça qui a coûté le plus cher. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Eh bien, ça a eu comme conséquence, sensibilisation. Les équipes qui se disent, ah ouais merde, en fait on a perdu vachement de temps parce qu'avant on n'a pas compris où était le problème. En fait notre monitoring il est incomplet, il y a plein de trucs qu'on ne voit pas. Puis le PO il dit, ah ouais notre dashboard il est vachement incomplet et tout. Ah ouais, puis en fait vous pouvez surveiller ça. Ah bah ouais carrément. Mais il dit, mais moi du coup je peux savoir avec combien d'utilisateurs ils sont branchés? Bah ouais ça m'intéresse. On devrait enregistrer ces infos en fait. Ok. Et puis du coup les équipes, 6 mois plus tard, le hackathon, il avait de nouveau lieu. Bon, alors en vrai, c'était pas forcément exactement les mêmes équipes, parce que suivant les contraintes de projet, il y a des équipes qui ne pouvaient pas s'inscrire, etc. Mais bon, globalement, les gens, ils s'inscrivent 6 mois plus tard, et ils disent, voilà, on a rajouté du code entre-temps, notre API, elle est plus résiliente, elle est à meilleure supervision, cette fois-ci, on va gagner. Puis en vrai, ce code, il va en prod, en fait. Hein. Donc du coup, ils ont quand même amélioré la supervision et la résilience des applis en prod. Et puis surtout, les gens sont collectivement beaucoup plus responsabilisés à ça, en fait. Levez la main. Chez vous, ça penche plutôt par là ou plutôt par là? Ouais, c'est quand même une pratique un peu plus avancée, mais en vrai, du point de vue d'utilisateur, il n'existe que la prod en fait. L'histoire de build, de run, utilisateur, il n'y a pas ça en fait. Du point de vue utilisateur, il n'y a que le run, il n'y a que ça qui compte en fait. Donc en fait, il devrait y avoir que ça. Et la stabilité de la plateforme, ok, ça vient essentiellement des NFR, Non-Functional Requirements, mais ça participe directement à l'expérience utilisateur. Donc ça devrait être pris en compte dans le backlog très très tôt. Ok, avec l'automatisation, stratégie de test, patrimoine de test partagé, le testeur agile dans l'équipe, les campagnes de test comme des pros, la qualité sur les tests aussi, la gestion du risque industriel, on est niveau 7. Là, on est pas mal. On va laisser 2-3 minutes pour des questions, et puis après,
j'ai 2-3 petites choses à vous dire encore. Ok, donc, des questions? Et n'hésitez pas à me faire un petit feedback aussi sur comment vous avez trouvé cette session.